Bonjour, Sylvain Waserman, je suis parlementaire, député de Strasbourg. J'étais maire d'un petit village pendant 10 ans qui s'appelle Quatzenheim et directeur général d'une entreprise qui s'appelle Réseau GDS. Donc j'étais directeur du gaz, comme on dit souvent, pendant 8 ans. Voilà, j'ai été notamment très impliqué sur des thématiques franco-allemandes dans le cadre de mon mandat et sur la collectivité européenne d'Alsace, bien sûr, ainsi que sur des éléments concernant le transfrontalier. J'appartiens à une famille politique qui est profondément dans l'idée que la richesse de notre pays est ancrée sur les territoires et qu'on a besoin de décentralisation. Donc je suis élu du MoDem, qui s'inscrit dans cette tradition des territoires et qui s'inscrit dans cette vague girondine, si on le dit de façon un peu rapide. Je crois que les grandes vagues de décentralisation à la Defferre dans les années 80, à la Balladur même en 93, ces grandes vagues sont probablement pas l'avenir de la décentralisation en France. Il y a quelques sujets sur lesquels on pourrait encore faire une percée, notamment sur les politiques de l'emploi. Personnellement, je suis pour la décentralisation de Pôle emploi. Je pense que c'est les entités territoriales et régionales qui devraient gérer la politique de l'emploi et directement Pôle emploi. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas les grandes vagues de décentralisation qu'on attend. C'est un nouveau concept qui s'appelle la différenciation, qu'on voudrait faire, on voudrait en faire un concept constitutionnel. Et ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire que les responsabilités, les champs d'exercice, les modalités d'organisation d'un territoire peut être dépendant des spécificités de ce territoire. C'est une approche finalement nouvelle. C'est finalement l'approche qui a été sous-jacente à la constitution de la collectivité européenne d'Alsace. C'est de dire que parce que le territoire a une histoire particulière, une géographie particulière, parce qu'il est frontalier ou parce qu'il s'inscrit dans des logiques différentes, on peut ajuster, optimiser l'organisation institutionnelle en prenant en compte ces spécificités. Donc personnellement, je suis dans cette famille de décentralisation, mais je suis vraiment convaincu par le principe de différenciation qui, à mon avis, est l'avenir de la décentralisation. Il y a eu un blocage du Parlement, sur lequel on pourrait revenir, mais qui en termes de fait démocratique est un vrai sujet. Et donc on n'a pas aujourd'hui pu mener à bien la réforme constitutionnelle. Donc le Conseil d'État a toujours dit qu'on peut faire un pas dans la différenciation. Et c'est ce pas-là qu'on a utilisé pour la CEA, pour la collectivité européenne d'Alsace. Mais le principe fondamental, on voudrait qu'il soit constitutionnel, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça change demain, sans ce principe de différenciation, le territoire sera uniforme institutionnellement. Je crois qu'il faut bien comprendre que la différenciation, c'est prendre en compte la personnalité, encore une fois, l'histoire, la géographie du territoire, pour voir dans quel ordre, dans quelle mesure on peut optimiser la solution institutionnelle qui est sur place, les compétences, la façon dont on les exerce. Donc voilà, moi je crois en ça parce que c'est beaucoup plus respectueux des spécificités des territoires qu'une grande vague uniforme de décentralisation. La décentralisation uniforme a été nécessaire à un moment où tout était très centralisé. Elle est probablement, comme j'ai dit, encore nécessaire sur quelques thématiques, mais au fond, c'est bien le respect de la personnalité du territoire qui compte aujourd'hui. Et la différenciation, c'est ce concept qui affirme que l'organisation doit s'adapter à ces spécificités-là. La collectivité européenne d'Alsace, je crois que c'est une avant-garde de ce projet de différenciation et de spécialisation des territoires. Il aurait été très simple à mettre en œuvre si le principe constitutionnel avait été voté. Ça a été du coup un peu plus compliqué, avec un peu plus de complexité juridique. On n'a probablement pas été jusqu'au bout de l'exercice. Mais en tout cas, ça préfigure cette logique de différenciation. En disant quoi ? En disant que les deux départements, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ont des caractéristiques qui justifient une organisation différente. Pour être très précis, le caractère frontalier, évidemment, qui se traduit dans une prise en charge, une responsabilité du fait transfrontalier. On aura l'occasion probablement d'y revenir. Il y a des avancées majeures qui n'ont jamais existé, institutionnelles, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle.
En octobre, on a eu la première réunion, fin septembre, on a eu la première réunion du comité transfrontalier qui a été défini par le traité d'Aix-la-Chapelle pour donner une nouvelle impulsion à ce fait transfrontalier. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère. Donc ce sujet-là, évidemment, est intrinsèquement lié à la géographie de la CEA, mais aussi à son histoire et à ses enjeux de développement notamment. Autre exemple, le bilinguisme. On a obtenu quelque chose dans le texte de la CEA sur des amendements sur lesquels on s'est battu, et pour m'être battu jusqu'à la dernière heure, et pour avoir été entendu par une ministre, Madame Gouraud, qui a vraiment ce sens du territoire ancré en elle, dans des arbitrages compliqués, y compris avec l'éducation nationale. On a une collectivité qui est en charge de la stratégie et de l'évaluation des politiques publiques en matière de l'enseignement de l'allemand et du dialecte. Le dialecte, c'était pas compliqué d'obtenir ça de l'éducation nationale. Pour que ce le soit aussi dans l'enseignement de l'allemand, il a fallu bénéficier du traité. Le traité disait « les collectivités territoriales doivent être impliquées dans l'enseignement de la langue du voisin ». Et c'est la CEA et le combat de la CEA qui a permis de dire, contrairement à tout autre territoire en France, la collectivité européenne d'Alsace sera en charge de la stratégie et de l'évaluation de l'enseignement de la langue du voisin. Au-delà, bien sûr, de sa responsabilité sur le dialecte, le cas échéant. Mais je crois que ce genre d'exemple-là, on ne l'aurait pas eu en Bretagne ou à Bordeaux. C'est bien la spécificité alsacienne qui a fait qu'on a donné cette compétence nouvelle à une collectivité territoriale. Donc je crois que la CEA, il ne faut pas le voir comme une simple fusion de départements, ce n'est pas qu'une simple fusion de départements. Sur le bilinguisme, sur le transfrontalier, comme c'est les deux exemples qui pour moi sont les plus prégnants, en tout cas ceux sur lesquels j'ai le plus travaillé, on a des avancées majeures qui d'ailleurs lui donnent un avantage par rapport au rôle que jouait la région Alsace avant la constitution du Grand Est. Notamment en matière de bilinguisme, c'est la région Alsace toute seule qui a vu décliner l'enseignement du dialecte, l'enseignement de l'allemand, et avec des résultats sur lesquels je suis très sévère, très sévère. On aura l'occasion d'y revenir, mais j'ai vécu en tant que maire du village de Quatzenheim, à l'époque de la région Alsace. Vous savez, c'est une petite mairie, donc il y a l'école, la salle de classe et dans la mairie. Et j'ai échangé un jour avec l'enseignant qui enseignait à ma fille qui était dans la classe juste de la mairie. On parlait de l'allemand et je me suis rendu compte que cet instituteur n'avait jamais prononcé un mot d'allemand avant de l'enseigner à mes enfants. Il n'avait jamais prononcé un mot d'allemand avant de l'enseigner à mes enfants. Et bien je vous garantis que si la région Alsace à l'époque, ou la CEA, ou quel que soit, ou le département, avait été en charge de l'enseignement de l'allemand, j'aurais décroché mon téléphone, j'aurais appelé le président du département ou de la région, j'aurais dit « Attends, c'est quoi cette histoire ?» Et je lui aurais dit « Dans la classe d'à côté, il y a une enseignante qui est bilingue, pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas leur classe pendant 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine pour que l'enseignante bilingue enseigne l'allemand à ma fille qui a besoin de l'apprendre et que l'enseignant qui vient de Bordeaux et qui ne parle pas l'allemand, qu'il aille faire des maths avec les autres. » Donc, et ça aurait fonctionné. Donc il y a eu un échec, un vrai échec. Je crois qu'il faut regarder les choses avec lucidité. La région Alsace, dans le modèle institutionnel précédent, n'a pas été capable, et pour des bonnes raisons institutionnelles, de suivre, de piloter la stratégie et de vérifier, de mesurer l'efficacité des systèmes d'enseignement, notamment, je parle en l'occurrence de l'allemand. Donc je crois qu'il faut regarder ça sans complaisance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avec la CEA ? Pour la première fois, une collectivité territoriale qui est en charge de la stratégie de l'enseignement de la langue du voisin en l'occurrence, et qui pour la première fois aura un comité stratégique dans lequel il pourra évaluer jusqu'à la façon dont l'éducation nationale joue son rôle et enseigne la langue allemande en l'occurrence à nos enfants. Après, l'avantage énorme de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on peut mettre en œuvre des choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, le lien entre l'enseignement du dialecte, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Les 1000 premiers jours de l'enfant dans sa vie sont fondamentaux. Entendre du dialecte,
créer un lien affectif avec le dialecte, c'est une très bonne façon de le préparer à l'enseignement de l'allemand. Créer des liens entre l'enseignement de l'allemand qui sera fait à l'école et les politiques publiques en matière de jeunesse, en matière de périscolaire, en matière de l'ensemble des politiques que déploie la collectivité territoriale, et bien là, c'est aujourd'hui quelque chose qui est à notre portée. Donc je voudrais bien que ce que j'exprime ici, c'est qu'on a créé, depuis 2 ans là, les conditions institutionnelles pour réussir ce qu'on a échoué à l'époque de la région Alsace, qui n'avait pas ni la légitimité institutionnelle, ni la solution institutionnelle pour, par exemple, faire un lien entre l'enseignement de l'allemand et l'enseignement du dialecte, ou ses politiques jeunesse, ou ses politiques culturelles. En France, on a toujours tendance à dire que c'est la faute de la région, de l'institution, de l'État, etc. Non, il y a d'abord, soyons clairs, disons-le clairement, une responsabilité intrafamiliale de savoir si on considère que c'est une chance que le bébé écoute, entende de l'alsacien, puis l'enfant, dès le plus jeune âge, échange avec ses grands-parents ou ses parents des mots en alsacien. Donc il y a d'abord ce point-là, il faut réconcilier les familles avec l'alsacien. Excusez-moi d'être très direct, mais personne n'a jamais empêché des Alsaciens d'enseigner le dialecte ou de parler le dialecte avec leurs enfants. Il faut pas juger l'histoire avec notre prisme d'aujourd'hui. Moi, je comprends tout à fait que des familles après-guerre aient fait un choix sur le... Enfin, je veux dire, j'ai tout à fait un profond respect pour les choix qui ont été faits dans chaque famille, qui étaient dans un cadre qui, évidemment, on ne peut pas reprendre notre regard d'aujourd'hui et juger. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de se dire que ce patrimoine-là, le patrimoine linguistique-là, la chance qu'on peut avoir, c'est pas réappliquer les modèles du passé, parce que de toute façon, comme vous l'avez très bien dit, il y a une génération qui ne parle plus le dialecte, en tout cas pas dans leur vie de tous les jours, et en tout cas qui n'envisagerait même pas de parler le dialecte avec leurs enfants. En revanche, que le lien intergénérationnel entre grands-parents et enfants, c'est maintenant qu'on peut remettre, j'ai envie de dire, redonner l'envie, le désir de dialecte, et montrer aux parents la chance que c'est pour leur enfant. Tous ceux qui ont vécu dans des familles où plusieurs langues se parlaient savent que pour les enfants, c'est une opportunité extraordinaire. Et ben, on a cette richesse-là. Il y a beaucoup de grands-parents en Alsace qui parlent le dialecte. Et donc, ce patrimoine-là, c'est avec les petits-enfants au plus jeune âge qu'on peut avoir une chance de le laisser s'exprimer et d'apporter, encore une fois, c'est très important, de convaincre les parents, qui auront, à mon avis, pas de mal à être convaincus, que c'est une véritable opportunité pour les enfants de baigner dans un univers, un dialectophone, de même que ça le serait si les grands-parents étaient de langue anglaise ou autre. Je pense que notre enjeu, c'est de faire prendre conscience, de développer par des outils. Encore une fois, je crois beaucoup à l'outil. Si vous avez que des livres, des outils numériques qui sont en français, il y a fort à parier que les grands-parents les utiliseront et donc ils basculeront vers le français. Donc créons aussi les conditions pour laisser la chance à ceux qui le souhaitent de transmettre ce patrimoine. On a beaucoup plus qu'à l'époque de la région Alsace une légitimité maintenant pour, réussir cette articulation entre dialecte et enseignement de l'allemand. Moi, j'y crois fondamentalement. Je pense que le dialecte sans l'enseignement de l'allemand, qui n'est pas compris comme une richesse d'ouverture qui permet après à l'enfant d'évoluer vers l'allemand, c'est une logique, si vous voulez, dans son développement. Donc je pense que avoir des vraies stratégies de développement de l'enfant et donc d'articulation entre l'enseignement du dialecte et l'allemand, c'est ça qui nous permet de réussir. Et bien pour la première fois, on a une collectivité territoriale qui pourra de bout en bout concevoir cette chaîne-là, de bout en bout. Et on n'aura pas un monde d'une région qui essaye plus ou moins de réussir le dialecte à l'école, ou etc., une éducation nationale qui a été hermétique. Je me bats pour que l'éducation nationale accepte de donner le pourcentage de cours d'allemand annulés. Les cours annulés. Au collège, dans le Korersberg, moi je pense que mes enfants ont eu certaines années 50% des cours d'allemand à cause de l'absentéisme, et j'en veux pas forcément à une enseignante qui soit malade, ça c'est bon, mais à l'institution qui ne le remplace pas. Et mesurer le pourcentage de cours annulés
en allemand, dans d'autres matières aussi d'ailleurs, hein, ce serait la moindre des choses pour prendre conscience du problème. Et bien ce que je vous dis, c'est que la CEA, pour la première fois, sera la première collectivité territoriale qui pourra demander des comptes à l'éducation nationale, évaluer avec elle, construire des stratégies avec elle, qui peut partir encore une fois du plurilinguage, avec une approche dialectophone, et après se prolonger dans l'enseignement de l'allemand au sein de l'éducation nationale. Donc on a cette opportunité-là. Donc vous savez, cette vision qui consiste à dire la CEA, c'est pas beaucoup, c'était mieux la région Alsace, ok, je comprends. Regardons objectivement. Objectivement, il y a des pistes d'action qui n'existaient pas avant. Eh bien, il faut s'en saisir. Maintenant, il ne faut pas, à mon sens, revenir sur des modèles du passé qui n'ont pas fonctionné. Encore une fois, le modèle région Alsace seul, dans le caractère et le contour institutionnel qu'elle avait, n'était pas à même de travailler sur une stratégie d'enseignement dialecte et allemand avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, dans la CEA, on a un texte, une loi, qui affirme clairement qu'elle prend part, qu'elle fait partie, qu'elle pilote, qu'elle copilote la stratégie d'enseignement du dialecte et de l'allemand, et qu'elle peut le faire harmonieusement avec l'éducation nationale. Donc saisissons-nous de ces sujets-là, ils sont importants. C'est vrai aussi pour le transfrontalier. Jamais, mais je pèse mes mots, jamais, je peux le développer, je crois que c'est un point important, une collectivité territoriale n'a eu cette marge de manœuvre sur le transfrontalier. Pour le faire court, en 2 ans, il s'est passé des choses majeures sur le franco-allemand. Alors évidemment, ça concerne le franco-allemand global, mais on comprend bien, et j'aimerais l'expliquer, le lien et les enjeux pour l'Alsace. Qu'est-ce qui s'est passé ? La chancelière Merkel et le président Macron refont un nouveau traité de l'Élysée, qui s'appellera le traité d'Aix-la-Chapelle, beaucoup de sujets abordés, mais j'insiste sur le volet transfrontalier, qui concerne évidemment l'Alsace, la Moselle également, hein, mais essentiellement Alsace et Moselle. Dans ce volet transfrontalier, je le connais bien parce que le Premier ministre m'avait chargé d'un rapport pour proposer des idées sur ce qu'on pourrait mettre dans le traité d'Aix-la-Chapelle sur le transfrontalier. J'ai proposé 6 idées, il y en a, on va dire, 4,5 qui ont été retenues. J'expliquerai ce que c'est qu'une demi-idée, mais enfin bon bref, 4,5 qui ont été retenues, et dont certaines, dont je vais parler dans un instant, donc ont été gravées dans le marbre d'un traité. Je vous rappelle qu'un traité, c'est au-dessus des lois. Enfin, c'est le plus haut niveau de hiérarchie des lois. Hein. La Constitution, bien sûr, au-dessus, mais... et donc ça s'applique. Et dans ce traité, notamment, c'est là qu'on voit le fait que la collectivité territoriale pilote la stratégie d'enseignement de la langue du voisin, mais qu'on voit aussi qu'il y a une avancée majeure sur le transfrontalier. Lundi dernier, donc 30 septembre, j'étais au comité transfrontalier qui, pour la première fois, mais je pèse mes mots, pour la première fois, réunissait le pouvoir législatif, 3 députés, enfin 3 parlementaires, le pouvoir exécutif, à la fois parisien avec l'ambassadeur transfrontalier, à la fois ce qu'on appelle l'État déconcentré, donc le préfet, et les pouvoirs exécutifs locaux, donc la CEA y sera quand elle sera constituée, là il y avait les présidents de départements et de régions, ainsi que l'équivalent côté allemand. Et vous savez que l'équivalent, c'est ça qui nous a toujours planté, l'équivalent n'est pas 1 pour 1. L'équivalent, en l'occurrence allemand, c'est du fédéral et du Länder. Et il y avait les 3 Länder et le fédéral. Mais ce bloc-là, quelle va être sa mission sur le transfrontalier ? La première, ça va être de s'occuper de l'ensemble des problématiques de ce qu'on appelle les irritants du quotidien, c'est-à-dire les dissonances des 2 droits qui font que pour les Alsaciens et d'ailleurs pour les habitants du Bade-Wurtemberg ou de la Sarre ou des Länder limitrophes et frontaliers, on a 1000 problèmes dans le développement de nos relations. J'en citerai quelques exemples parce qu'ils sont quand même très forts. Donc, sur ce sujet-là, ça va être de mettre les bons neurones au plus proche du terrain et des problèmes pour essayer de les résoudre. Deuxième sujet, suivre et lancer les projets les plus stratégiques en matière de transfrontalier. Et troisième point, alimenter le Conseil des ministres franco-allemands sur les évolutions législatives notamment qu'on peut mettre en œuvre. Vous savez, le thème du transfrontalier, il parle aux Alsaciens parce que c'est le concret des irritants du quotidien. On n'arrête pas de parler d'Europe, moi je suis un Européen mais archi convaincu, et en même temps, si vous organisez un marathon à Kehl, il ne peut pas traverser le pont
parce que les législations sont différentes. Et en France, pour faire un marathon, il faut un certificat médical, pas en Allemagne. Donc ils ne peuvent pas faire la boucle par la France, parce qu'ils seraient dans une situation où... voilà. Dans une crèche transfrontalière, une crèche franco-allemande, il y a quelques crèches franco-allemandes, une puéricultrice française ne peut pas être qu'avec des enfants allemands, et réciproquement, parce qu'elle n'a pas le diplôme qui correspond. Et les diplômes ne sont pas équivalents. Et, si vous, je sais pas, par exemple, un habitant de Kehl tombe amoureux d'une Strasbourgeoise et qui lui envoie un bouquet de fleurs, et ben le fleuriste, pour traverser le pont, il va devoir rentrer dans le système d'information des travailleurs détachés, détailler le contrat de travail du livreur, comme une entreprise bulgare qui irait à Brest. Et s'il est très amoureux et que le lendemain il refait la même chose, et bien le lendemain il faudra qu'il revienne sur le système d'information pour pouvoir relivrer le bouquet de fleurs. Ces exemples-là, il y en a plein. Les AVC, vous faites un AVC à Kehl, mais vous faites 3/4 d'heure de route au lieu de faire 10 minutes de route pour traverser le pont. Et on sait que dans le cas d'un AVC, chaque minute compte. Donc vous voyez, il y a des sujets de soins. Quand vous allez vous faire soigner en Allemagne, vos feuilles de soins, elles partent en Bretagne, comme si vous aviez été tombé malade à Kinshasa pendant vos vacances, ou je ne sais pas où, et tout ça n'a pas de sens. Donc tous ces irritants du quotidien font que, pour croire en l'Europe, il faut aussi résoudre ces petits problèmes du quotidien, qui sont en fait le résultat direct de la dissonance des deux droits. Donc le comité transfrontalier va prendre un à un tous ces irritants-là, qui sont très bien répertoriés par les eurodistricts, qui sont très bien connus de tout le monde, mais qui n'ont jamais progressé. Parce que quand vous demandez aux eurodistricts, mais quelles sont les lois qui ont évolué pour résoudre ces problèmes des transfrontaliers, enfin des habitants frontaliers, sur ces petits irritants du quotidien? Quels sont les règlements, les décrets qui ont changé? Mais il n'y en a pas. Donc là, pour la première fois, on crée les conditions pour prendre un à un ces sujets et faire tomber ces barrières, ainsi que favoriser les projets. On parlait des enseignants qui franchissent pas le pont. Il y a plein de bonnes raisons, de responsabilité, etc. C'est compliqué, etc. Donc, sur tous ces projets aussi, sur ces irritants du quotidien et sur ces projets, pour la première fois, le pouvoir législatif, exécutif, local et le pouvoir de l'État sont autour de la table, côté français et côté allemand, pour essayer de les résoudre et les avancer de façon déterminante. C'est pas par hasard, c'est parce qu'un traité a été signé, c'est parce que dans ce traité, il y a un volet transfrontalier sur lequel, pour la première fois, on aborde les choses comme jamais, avec beaucoup plus de volontarisme que précédemment. Et là aussi, on est un exemple où la CEA aura un rôle moteur à jouer dans le cadre de ce comité transfrontalier, puisque la CEA est en charge des stratégies transfrontalières, en tout cas pour ce qui concerne bien sûr l'Alsace et ses frontières. Donc je veux juste expliquer que c'était un peu long, mais c'est important de le faire parce que les médias ne le font pas. Ils n'ont pas le temps d'expliquer tout ça. Ce que je vous affirme, c'est que la collectivité européenne d'Alsace, aujourd'hui, a des leviers institutionnels par des traités franco-allemands qu'elle n'avait jamais eu et que la région Alsace n'avait jamais eu auparavant. Donc, saisissons-nous de ces sujets-là, prenons-les à bras-le-corps pour avoir des résultats concrets qu'on n'a pas eu depuis longtemps, que ce soit dans le domaine du bilinguisme, que ce soit dans le domaine de tous ces irritants du quotidien. Alors, sur les propositions, alors, elles seraient un peu long de les détailler, mais pour en citer certaines. Alors, le comité transfrontalier était l'une de ces propositions. Pour moi, elle est majeure parce qu'elle crée les conditions de la réussite qu'on n'a jamais eues pour faire avancer tous les sujets que je viens de décrire. Donc ça, c'en était une. Il y a beaucoup de sujets en matière de développement économique qui ont été notamment pour construire des stratégies transfrontalières. Pour prendre un exemple tout simple, je suis persuadé que Strasbourg et Karlsruhe ont une opportunité pour créer au cœur de l'Europe, toute une zone de développement économique orientée, par exemple, sur l'industrie du futur et les technologies numériques appliquées à l'industrie. Je pense qu'on a les deux universités, les deux villes sont de taille équivalente, elles ont toutes les deux une université très, très puissante. Alors que ce soit sur cette thématique ou sur une autre, je pense que la spécialisation dans les domaines du numérique notamment, ou peut-être des biotechnologies, enfin quel que soit le choix économique qui est fait, mais cette spécialisation au cœur de l'Europe serait très puissant. Pourquoi ? Parce que le jour où vous avez, par exemple, un appel à projet pour savoir quelle ville accueillera l'agence d'intelligence artificielle, eh bien, si deux villes comme Karlsruhe et Strasbourg
mettaient en commun des stratégies véritablement territoriales. C'est 60 km, donc on peut concevoir un espace économique avec une stratégie très orientée sur le sujet. Eh bien, aucune métropole ne pourrait rivaliser avec ce binôme-là, parce qu'il aurait une proposition de valeur unique. Après, voilà, il réussit ou pas, mais en tout cas, ce serait une proposition et un différenciateur sur des stratégies économiques définies. Et ma proposition, notamment, était de pouvoir mettre en commun des compétences, notamment en matière de développement économique, sur des métropoles de cette taille, ou des EPCI transfrontaliers, donc des Comcom transfrontalières, comme là, pour le coup, pour des raisons de proximité, Strasbourg pourrait faire avec Kehl. Donc cette idée-là est pas complètement passée. Il y aura possibilité d'expérimentation, mais on n'est pas encore au résultat. En revanche, sur beaucoup des thématiques, sur des schémas de développement régionaux, transfrontaliers pour le coup, sur le rôle de la collectivité territoriale dans l'enseignement du dialecte, sur beaucoup de points d'organisation qui sont un peu techniques, j'étais très heureux de voir que mon rapport n'avait pas servi à caler les bureaux. J'étais à la signature du traité. C'était un moment fort. Vous savez qu'il y a beaucoup de réactions négatives sur le traité de pays qui se disent « oui, mais attends, il n'y a pas que la France et l'Allemagne en Europe ». Et le président de la Commission disait quelque chose que je trouve très juste. Quand l'Allemagne et la France sont d'accord, ça en irrite certains. Mais quand la France et l'Allemagne sont en désaccord, ça inquiète tout le monde. Et je crois qu'il y a cette idée que dans l'Europe d'aujourd'hui, on a besoin d'une impulsion franco-allemande. Est-ce qu'on va se mettre à parler français, allemand ou anglais ? Alors là, je vais vous répondre avec force. En parallèle du traité, je ne sais pas si vous le savez, c'est peu connu, mais le Bundestag et l'Assemblée nationale se sont posé la question de dire qu'est-ce que nous, on va faire en parallèle de ça. Parce que finalement, on coexiste, mais aujourd'hui, quand il y a une directive européenne, chacun la transpose à sa façon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est par accident si la France et l'Allemagne transposent une directive de la même façon. Hein. Vraiment par hasard, par accident. Aujourd'hui, personne ne se parle, il y a des harmonisations possibles, et il y a fort à parier que si l'Allemagne et la France le font, en faisant converger le droit germanique et le droit latin, beaucoup d'autres pays suivront. D'ailleurs, certains l'ont déjà dit. Donc, d'harmoniser et de faire rapprocher ces deux législations. Et puis, troisième mission, de définir des positions communes entre la France et l'Allemagne, entre les parlements français et allemands, pour mieux peser, notamment au niveau européen. Donc, on a imaginé cette idée-là, on l'a présentée à Lübeck, en septembre 2018. Ça a été validé par les deux bureaux à Lübeck, du Bundestag et de l'Assemblée nationale. Là, j'y étais en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, donc au bureau de l'Assemblée nationale. Ça a été revalidé en novembre par non seulement les bureaux, mais les groupes politiques, qui tous, sauf les extrêmes. Bien sûr, le Rassemblement national en France, l'AfD en Allemagne, Die Linke et la France insoumise ont voté contre. Hein. C'est une évidence. Mais l'énorme majorité, enfin tous les partis républicains, depuis les LR, en passant par notre majorité présidentielle ou le Parti socialiste, ont voté pour. Pareil côté allemand, CDU et SPD. Donc en novembre, tout a été validé. Ça a été voté en mars, en assemblée plénière. Première réunion constitutive en mars. Et on a eu, en septembre, la deuxième réunion plénière pour installer le nouveau règlement intérieur, la façon de travailler, les groupes de travail, notamment commençant par l'intelligence artificielle. Pour répondre à votre question, aucune de ces réunions n'était en anglais. C'était toutes en français et en allemand. Avec beaucoup de Français qui ne parlaient pas allemand et d'Allemands qui ne parlaient pas français. Et c'est très bien comme ça. Parce que le développement du franco-allemand et les enjeux du franco-allemand, ce n'est pas... Évidemment, les Alsaciens, ils sont hyper sensibles. Mais c'est un sujet qui dépasse largement le cadre frontalier. Il y a une culture alsacienne, c'est évident. Je vois sur certains sites autonomistes, il faut une constitution alsacienne. Et là, je dis, arrêtez le délire. Arrêtez le délire. Les Alsaciens ont des droits fondamentaux, comme les Lorrains, comme les Bordelais. Je veux dire, il faut reprendre de la raison. Il faut être fier de son territoire, fier de sa culture, le défendre, le porter. Mais il n'est pas question de parler d'autonomie, de parler de constitution et de franchir une ligne rouge qui serait la ligne rouge républicaine. On peut être, et d'ailleurs les Alsaciens le sont, profondément attachés à leur territoire et profondément attachés à la République. Donc je crois qu'il faut garder les bonnes lignes rouges. Et franchement, l'unité de la France est une ligne rouge. La Constitution est une ligne rouge.